Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très impressionné devant cet auditoire, votre éminence. Vraiment, c'est important pour moi d'essayer de vous partager un petit peu notre tranche de vie. C'est comme ça que je vais essayer de construire ma conférence. Alors que j'ai intitulé les carnets de voyage d'INCREA. Donc il faut vraiment le prendre non pas comme une leçon, mais c'est plutôt des expériences que je vais essayer de partager avec vous. Et vous allez voir, finalement, il y a des effets de mimétisme intéressants. Et quand on parle de l'école du troisième millénaire, oui, c'est pas forcément de la prétention, c'est simplement de dire, là je vais vous parler d'école d'ingénieurs, mais vous allez voir finalement, il y a beaucoup de choses qui font écho de manière générale à l'école, et je pense qu'on a besoin aussi de lever la tête, et on peut parler de l'école du XXIe siècle, mais on peut aussi s'imaginer encore dans des perspectives plus longues. Donc il y a un enjeu aussi d'ambition dans ce que je vais dire. Alors, en quelques mots, qui je suis, parce qu'il y a une petite influence quand même sur ce qu'on a fait. Donc moi je suis un ingénieur de formation. J'ai eu 3 vies déjà, donc une vie dans le privé, j'ai travaillé dans le groupe Vinci, donc oui, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé 10 ans dans l'enseignement supérieur public, je suis professeur en organisation et management des entreprises, donc quand même une dimension un peu connectée à ces processus un petit peu de conduite du changement. Et j'ai rejoint l'Université catholique de Lille en 2002, où on m'a demandé dans un premier temps de m'occuper, je dirais, de programme. Ensuite, j'ai pris la direction générale d'HEI en 2006, et on m'a demandé, vous allez voir, de piloter l'ensemble du projet collectif. Alors, comme je l'ai évoqué, l'idée, c'est vraiment de partager. Et comme je suis quelqu'un de prudent, oui, on vient tous de bien manger, d'un petit peu boire pour certains, voilà. Et je me dis, tant qu'à être prudent, je vais commencer par la conclusion. Comme ça, vous l'aurez entendu. Et c'est assez amusant parce qu'il y a beaucoup d'écho avec ce qui a été dit ce matin. Vous voyez, nous, comment on a construit notre projet, c'est qu'on a osé le changement. Voilà. Et finalement, oser le changement, on retrouve vraiment le mimétisme vis-à-vis de ce matin, c'est aussi d'avoir choisi la confiance et l'espérance. Donc ça, c'est vraiment ce qui est la conclusion quasiment de ce que je vais dire, c'est qu'il y a cet engagement d'un collectif, mais à un moment donné, il a fallu oser. Et je vais vous expliquer finalement comment on arrive à entraîner beaucoup de personnes, vous voyez, dans cette logique du changement. Alors, je vais vous épargner, je dirais, le vocabulaire de consultant, parce qu'il faudra que je vous parle de stratégie, il faudra que je vous parle d'enjeux, d'opportunités, menaces, etc. Également de facteurs clés de succès. Ce que je vais pouvoir tout faire, c'est essayer, avec vous, de faire ressortir ce qui finalement... moi, j'appelais ça un peu le guide du routard ou les conseils de voyage. Vous voyez, finalement, dans cette belle aventure, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a douté, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a réussi à franchir l'étape suivante. Donc, vraiment, dans une logique très pragmatique, vous voyez, d'échanger avec vous sur ce parcours. Alors, vis-à-vis de mon institution, donc INCREA Hauts-de-France, qu'est-ce que c'est? En fait, on est né en 1885, donc oui, ça commence à dater. Et on est né, nous, d'une volonté de l'Église, parce qu'on est un des fondateurs de l'Université catholique de Lille, et on est le pan entreprise. En fait, on est né du patronat chrétien local, vous voyez, qui à l'époque souhaitait, je dirais, former la relève. Il souhaitait former les patrons dirigeants chrétiens. Donc, depuis 1885, on est vraiment au cœur de l'université catholique. Donc on a bien grandi, vous voyez, aujourd'hui c'est un établissement sur l'île avec plus de 4200 étudiants. On a 40 filières de formation d'ingénieurs, donc on est très varié dans notre offre. Comme tout établissement d'enseignement supérieur, on a une grosse activité de recherche, donc plus de 23 laboratoires de recherche, dont 4 en co-tutelle avec les universités publiques. On a plus de 400 partenaires universitaires à travers le monde, 100% de nos jeunes nous partent à l'international durant leurs études. Donc vous voyez, quelque chose finalement qui ronronne bien. Vous voyez, donc finalement, quand je vous dis ça, vous dites finalement, ça ne nous concerne pas. C'est une espèce de grand machin, une institution, vous voyez, qui est solide, etc. Certes, c'est ce que j'écris, une institution certes, mais d'abord une PME quand même, parce que vous voyez, nous on a 400-450 collaborateurs, donc on n'est pas non plus multinational. Voilà. Or, on est en train de rentrer dans un marché très concurrentiel. Alors j'utilise volontairement des mots un peu d'entreprise, mais c'est quand même une réalité. Vous voyez, l'enseignement supérieur notamment est très confronté à une réalité internationale. Voilà. Or, on est des PME. Oui, donc comment une PME, si on transférait à un environnement d'entreprise, comment une PME est capable, je dirais, de se projeter à l'international. Donc c'est pas toujours évident. Donc il y a une sorte de prise de conscience, de dire attention, on a l'impression d'être gros quand on regarde autour de nous, mais finalement dès qu'on lève un peu la tête, on se dit,
Enfin, on n'est pas aussi fort que ça, on n'est pas aussi solide que ça, et finalement, il y a plein de fragilités partout. Donc, comment, finalement, avancer là-dessus? Voilà, donc c'est vraiment la logique qui nous a amené à se poser des questions fondamentales sur ce que l'on devait faire. Alors, vous allez voir, la solution est assez radicale. Hein. On a volontairement choisi de fusionner 3 écoles d'ingénieurs, donc quelque chose, vous voyez, d'assez fort, voire perturbant pour les collègues. Vous voyez, quand on fait des fusions d'établissements, certes, on peut avoir un beau projet, mais il y a tout le quotidien qui revient, les concurrences entre établissements, etc. Donc, vous voyez, c'est un élément complémentaire plutôt en logique de difficulté par rapport à ce qu'on voulait faire. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a fait cette fusion, donc finalement pour quel projet, pour quelle stratégie, pour quelle ambition. Alors le premier point qui me paraît important, et ça a été dit plusieurs fois ce matin, on parle beaucoup de changement. Mais la première chose, c'est est-ce que c'est une nécessité ou est-ce que tout simplement c'est un choix qu'on fait, une envie que l'on souhaite porter, voilà. Donc là, j'essaye de vous donner la vision d'une école d'ingénieurs. Et vous allez voir finalement, ça va beaucoup vous parler. Hein. C'est quoi la société d'aujourd'hui et de demain? D'accord, ben, nous, on considère aujourd'hui, si vous voulez, qu'on est pleinement rentré dans l'économie de la connaissance ou de la compétence. Voilà, c'est-à-dire la compétitivité des entreprises est de plus en plus liée justement à cette logique voyez, de connaissance, de compétences dans l'entreprise. On assiste à des accélérations phénoménales, et je vais vous donner des exemples très concrets qui montrent que le monde va très très vite. Hein. Donc si je vous donne des exemples, là vous avez reconnu un neurone, hein, vous voyez, le neurone, certains disent qu'il a plus de 500 millions d'années, vous voyez, ça fait très très longtemps que le neurone existe, hein, vous voyez, donc c'est une valeur sûre, on va dire. Hein. Et ce machin à côté, vous voyez, c'est des microprocesseurs, c'est des transistors, etc. Vous voyez, il faut savoir que ces transistors-là aujourd'hui, dans 3-4 ans, on sera capable de faire 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. Vous voyez, ça vous donne un peu le vertige. Hein. Si on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, vous avez tous entendu parler d'intelligence artificielle, hein, on estime, et les estimations ne sont pas farfelues, hein, que la puissance d'intelligence artificielle, à peu près dans les années 2040, sera 1 million de fois supérieure aux 8 milliards de cerveaux humains sur la Terre. Et la puissance informatique est telle aujourd'hui que, vous voyez, on se dit finalement, cette réalité, vous voyez, d'intelligence et d'intelligence artificielle, elle est en train finalement de supplanter complètement quasiment le cerveau humain. Vous voyez, il y a des vrais enjeux d'accélération. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de QI, finalement, cette notion de QI est vraiment quelque chose d'invisible, mais finalement de plus en plus prégnant. Je ne sais pas si vous connaissez le QI moyen en France. C'est un quiz. Il n'y a rien à gagner, hein, je m'en excuse, hein, mais voilà, c'est à peu près 100, vous voyez, en moyenne. Hein. Une assemblée comme la vôtre, généralement, on est au moins. Hein. Voilà, donc je n'ose même pas dire combien, parce que par décence, Einstein avait un QI de combien à peu près? 160, vous voyez. Donc généralement, une assemblée comme le nôtre, on est autour de 130, 135, 140, vous voyez. Mais la moyenne française, c'est 100. D'accord? Je vous donne un autre petit exemple. Je vous propose, parce que malheureusement la salle résonne énormément, un autre exemple qui vous prouve l'accélération. Vous connaissez tous la société Peugeot. Vous voyez les voitures, voilà. Cette société, c'est à peu près 100 ans. 100 000 personnes. D'accord? Valeur boursière, 12 milliards d'euros à peu près. Vous voyez? Vous prenez maintenant des entreprises de la Silicon Valley. WhatsApp, par exemple, qui est connu. 10 ans. 55 génies à la tête de cette société. 55, hein, pas 100 000. Hein. Valeur boursière, 12 milliards d'euros. Donc vous voyez, en 10 ans, cette société-là, qui est de la société du digital, du numérique, a créé autant de valeur. Alors ensuite, on peut épiloguer, vous voyez, sur la valeur financière, etc. Je suis le premier à dire, mais ouais, quand on parle d'accélération, c'est quelque chose qui est quand même phénoménal. Et donc, pourquoi je vous en parle? Mais tout simplement, on va avoir arrivé tout ça de manière très concrète. Ce matin, on était avec Isabelle Desbourbous au lancement de la Grande Jonction, vous voyez, qui est une manifestation, je pense, annuelle sur Bordeaux, vous voyez, où on retrouve tous les
les startups, du digital, des robots, etc., eh bien, ce n'est pas une réalité de 20 ans. Et avant, on avait le temps de dire, ben, ça sera pour la génération d'après. Non, ça arrive là. Vous voyez, c'est pas dans 20 ans, 30 ans, c'est dans 5-6 ans, on va voir arriver de manière très massive cette intelligence artificielle autour de nous, avec des robots de deuxième génération. Et la conséquence, c'est laquelle? Eh ben, ça veut dire que les métiers vont changer. Les métiers vont très fortement changer. Donc si maintenant on se replace dans notre rôle d'enseignant, on se dit finalement on a une sacrée responsabilité parce que vous voyez, le monde s'accélère à une vitesse folle. La compétitivité quasiment de nos économies est très liée à la connaissance. Et vous voyez, le challenge serait presque de dire comment on fait passer le QI moyen de la France de 100 à 110, 120, 130. C'est pour ça qu'ensuite on part sur des problématiques d'éthique, voire de philosophie, sur le transhumanisme, etc. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Ce n'est pas l'objet de ma conférence, ça vous avez bien compris. Mais c'est juste vous interpeller sur le fait que nous, on a fait ce constat-là. On a dit si on continue à faire comme d'habitude, on est mort, surtout dans les métiers d'ingénieur. On a besoin vraiment de changer de cap, de changer de posture. On a vraiment besoin de rentrer de manière objective et surtout réaliste dans ce nouveau monde qui, de nouveau, est très proche et est à nos portes et déjà quasiment présent dans notre quotidien. Donc, vous avez compris que nous, on a fait le choix d'y aller. On n'a pas pris ça comme une injonction de l'extérieur, une nécessité d'eux. On a dit, notre projet, c'est effectivement un projet de conduite du changement. Alors, le début du voyage, ça a été très bien dit ce matin, donc je vais y aller assez vite, c'est ne pas oublier le sens. C'est-à-dire, le premier travail que l'on a fait, c'est qui on est, d'où l'on vient. On est des établissements de l'université catholique. Vous voyez, c'est quoi l'ingénieur de demain? Donc, je vous parle de tout le travail que l'on a fait, mais vous voyez, pour nous, c'était important de ne pas perdre ça de vue. C'est de dire finalement quel est l'ingénieur que l'on veut former. Donc, et il est finalement très proche de ce qu'on peut trouver dans d'autres environnements de formation d'ingénieurs, mais on a la dimension, vous voyez, homme debout, entre guillemets, bien dans sa tête, bien dans sa peau, qui comprend la société dans laquelle il vit et qui est très soucieux des valeurs, vous voyez, et de son impact finalement vis-à-vis de son environnement. Donc ça, c'est un premier travail que l'on a fait, mais dans cette grande maison, entre guillemets, je crois qu'il n'y a pas de souci sur cette dimension-là. Clairement, c'est aussi de porter une vision, parce qu'il y a un mot qui n'a pas été trop utilisé, c'est la notion d'ambition. Vous voyez, il faut finalement se dire, voilà où on veut aller. Alors c'est sûr que si l'ambition, c'est de se dire on est prêt à faire 2 cm, c'est un peu compliqué d'attirer les gens. Si on donne envie aux gens, je crois que c'est important de le faire. Par contre, cette vision, il faut dire aux gens clairement, attention, c'est un cap. Il y a plein de choses qui vont changer. Personne n'est capable de dire ce qui va se passer l'année prochaine. Ça ne sert à rien de se figer sur des aspects trop concrets. Mais c'est important de dire aux gens où on va et de manière sincère. Ça ne sert à rien de cacher les choses, je crois qu'il faut le dire. Et donc, je ne donne qu'un élément, vous voyez, très atypique de tout ce travail-là. Vous voyez, on a même changé notre façon d'exprimer notre métier. Notre métier, nous, on est révélateur de talent au service des entreprises. C'est ça, véritablement, notre fonds de commerce. Et quand je dis révélateur de talent, ça peut être des étudiants, vous avez compris, ça peut être des enseignants, ça peut être des chercheurs, ça va au-delà, je dirais, du simple métier de la formation. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous, on a 3 métiers. On a la formation, mais on a aussi la recherche et la valo. L'autre point, c'est qu'on a complètement reconstruit nos stratégies sur 3 nouveaux piliers. Alors, il y en a un qui était historique et que j'ai déjà largement évoqué, qui sont les valeurs. Donc ça c'est un socle important parce qu'il faut que les gens partent d'un endroit qu'ils connaissent. Par contre, on a travaillé sur deux dimensions, l'innovation et le transdisciplinaire. Le transdisciplinaire, pourquoi? Parce qu'en tant qu'école d'ingénieurs, nous, on est persuadé que la création de valeur est aux interfaces des disciplines. Voyez. Et l'autre point, c'est notre métier, c'est aussi d'aider les entreprises à grandir, donc d'être sur le chemin de la création de valeur. Donc voilà un peu l'environnement stratégique dans lequel on a évolué. Et j'en viens, rassurez-vous, très vite à la manière de faire. Donc le début du voyage, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a libéré les énergies. Parce que ça a été dit très bien ce matin, on vit tous dans un quotidien, plein de contraintes, il y a toujours 36 000 raisons pour ne pas s'y mettre. Voilà, donc on s'est dit finalement comment on arrive à mettre ensemble les gens. Donc on a eu plusieurs méthodes de faire. La première chose, c'est qu'on a dit aux gens, allez voir ailleurs, parce que s'ouvrir, faire des voyages apprenants, aller voir d'autres universités, d'autres écoles, d'autres pratiques, qu'est-ce que ça fait du bien, parce que ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit. C'est de dire aussi s'il faut faire ensemble, et ça c'est un point important, c'est pas chacun dans son coin, c'est comment on construise finalement ces projets.
mais c'est aussi oser expérimenter. Souvent, ce qu'on a peur, c'est de se tromper. On dit si on fait mal, qu'est-ce qui va se passer, voyez, donc c'est de dire, c'est donner confiance, donc hein, c'est de dire non, vous êtes soutenu par la direction, il n'y a aucun souci, osez, faites. Et quand je dis osez, faites, ça veut dire qu'on a aussi mis des moyens, j'en parlerai, hein, c'est pas qu'une question de dire allez-y, super. Donc, il faut à un moment donné des moyens, et vous verrez que ce sera aussi des moyens matériels que des moyens humains. Hein. Il faut aussi accompagner cette logique du changement, avec également des attitudes de oser se tromper, vous voyez, ce qui est un élément aussi essentiel dans ces logiques de démarche. Alors je vous passerai tout à l'heure un petit film pour déjà un petit peu rythmer différemment la présentation. Mais un autre choix qu'on a fait également, qui est très en lien, vous voyez, avec nos piliers stratégiques, c'est l'approche par les usages. Alors comment je peux le décliner au niveau des étudiants, ou des élèves, ou des enfants? C'est qu'on a retourné nos écoles. Vous voyez, pourquoi? Parce que quand on y réfléchit bien, souvent, on réfléchit en tant qu'établissement. Vous voyez, c'est les enseignants qui se conservent, les chefs d'étudiants qui se conservent, mais nous, on a fait l'inverse. On a dit, l'école, finalement, elle est faite pour ses étudiants, elle est faite pour les entreprises qui lui confient des projets, etc. Donc, il y a eu un gros travail de retournement en disant, finalement, un élève qui vient, mais il vient comme il est. On peut dire qu'il est mauvais, qu'il n'a pas été bien formé avant, on le fait tous, hein, mais on s'est dit, nous, finalement, on part du principe qu'il est là. D'accord ? Et donc, le rôle de l'enseignant, c'est de dire, maintenant qu'il est là, comment effectivement, on va ensemble réussir à l'amener où on a envie de l'amener, c'est-à-dire sur sa formation d'ingénieur. Donc ça, c'est un point qui ne se voit pas beaucoup, mais qui est un travail du quotidien. C'est systématiquement reprendre les gens, oui, quand on commence à dire ça va pas, ça va pas. Non, c'est de dire non, c'est en quoi finalement le projet participe, je dirais, et quand je dis participe, c'est-à-dire créer de la valeur, notamment pour nos usagers. J'aurais pu mettre le mot client, oui, pour être très provocateur. D'accord, quand je le mets, les gens s'en vont, ou crient on n'est pas des entreprises, etc. Vous voyez, mais n'empêche que de considérer l'étudiant, les familles, voilà, comme des usagers de nos activités, je crois que ça change aussi pas mal les choses. Le dernier, donc je l'ai indiqué, c'est mettre l'étudiant et l'élève au cœur de nos entreprises. Alors forcément, il faut beaucoup de conviction. Il ne faut pas croire que ça se passe tout seul. Il faut accepter beaucoup de critiques. Hein. On en parlait avec certains ce matin. Souvent, vous voyez, les critiques pleuvent, etc. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Il faut passer beaucoup d'énergie souvent, hein, parce qu'il y a souvent le découragement aussi qui est là. Donc il faut aussi mouiller sa chemise. Vous avez parlé d'exemplarité ce matin. Donc c'est que le management doit être clairement impliqué. Voilà. Et il faut aussi un peu de chance. D'accord ? Voilà. Et nous, vous allez voir, on a eu un peu de chance et que notamment on a réussi à convaincre, notamment l'État. Hein, on était fortement financé, je dirais, par des programmes de PIA. Voilà. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous passer la petite vidéo qui va vous montrer un de nos produits phares. Vous voyez comment finalement, de manière très concrète, on a réussi à mettre en place des nouvelles pédagogies très, très différentes. Et je vous expliquerai après comment finalement on a réussi à amener tout ce beau monde à faire des choses très, très différentes. Alors je vous passe la petite vidéo si elle veut fonctionner. Alors je pense qu'elle est à côté. En espérant qu'il y ait du son, j'ai un doute. J'ai dit que j'étais ingénieur, vous ne soyez pas inquiets. Le groupe HEI-ISA-ISEN a vu le jour en 2013. Il est le regroupement, comme son nom l'indique, de 3 écoles d'ingénieurs, HEI, ISA et ISEN, qui elles sont plus anciennes, puisque la plus ancienne d'entre elles date de 1885. L'un des axes stratégiques du groupe est orienté transdisciplinarité et innovation, ce qui a conduit à la création de nouveaux projets, notamment le laboratoire Maison Intelligente et les ADICODE, qui en acronyme signifie Atelier de l'innovation et du co-design. Les ADICODE sont un dispositif reconnu. Ils ont été labellisés IDEFI, à savoir Initiative d'excellence en formation innovante, en 2012. Et le projet a également reçu le soutien de l'Europe, de la région, de la métropole européenne de Lille et de la Fondation de la Cato de Lille. Pour les définir, les ADICODE, on pourrait dire que c'est différentes activités orientées autour des nouvelles façons de produire de l'innovation.
Les activités des ADICOD se décomposent en 3 principaux volets, 3 grandes familles d'activités. Le premier, c'est le volet pédagogique. On va retrouver des enseignements sur les méthodes d'innovation, mais aussi des formats de pédagogie par projet, dont par exemple un format qu'on intitule le projet Coelab. Le deuxième volet d'activité est autour de l'accompagnement de l'innovation des entreprises. On va pouvoir leur proposer des séances de co-design ou des formats de formation continue. Et le dernier de ces volets, c'est celui de la recherche, avec une recherche-action sur la thématique co-design et intelligence collective. Donc toutes ces activités, pour les faire vivre, on les a rassemblées dans des espaces qu'on a spécifiquement aménagés, les espaces ADICOD, avec 3 implantations en métropole lilloise, 2 dans le quartier Vauban et 1 à proximité d'Aura Technologies. Alors ce petit film vous montre de manière très résumée ce que l'on a fait. Vous avez compris qu'on a intégré de nouvelles méthodes pédagogiques. Donc ces nouvelles méthodes pédagogiques, là on vous a parlé de pédagogie par projet. On fait aussi de la pédagogie inversée, on fait des cours inversés. Il y a plein de modalités très différentes. Vous avez vu qu'on a réinventé des lieux, parce qu'on s'est aperçu que finalement la salle de classe classique finalement n'était pas forcément complètement adaptée à ce que l'on voulait faire. Voilà, donc ça c'est un point aussi important. Donc quand je vous dis on a de la chance, vous avez compris qu'on a été fortement financé, 10 millions d'euros de financement public, donc ça aide, et nous on en a mis à peu près autant, donc ça fait 20 millions d'euros d'investissement sur ces projets-là, donc ça permet quand même de... Voilà. Par contre, pour vous dire que c'est accessible, parce que de nouveau, là, quand on le dit comme ça, ça on a l'impression de dire c'est normal, ils ont plein de sous, donc c'était facile. Le facteur clé de succès, ce sont les personnes. D'accord ? Ce sont je parlerai tout à l'heure des risques un peu sur ces méthodes-là, hein, mais c'est d'avoir trouvé un collectif de collègues qui ont su construire ces pratiques, qui ont su, si vous voulez, entraîner un collectif, parce qu'il a fallu à un moment donné aussi convaincre. Vous voyez, quand vous êtes devant un conseil d'administration et on dit on dépense 20 millions d'euros pour de la pédagogie, vous voyez, c'est pas toujours évident, vous voyez, d'être suivi. Donc il y a eu tout un travail aussi important sur cette dimension. Mais je vais revenir vraiment sur les facteurs clés de succès de ces démarches. Je vous donne un autre exemple, vous voyez, et là c'est ça qui est sympa parce que c'est très virtueux. Une fois que les ADICOD, vous voyez, c'est un peu notre projet Prunet a été mis en œuvre, et on a plein de choses qui ont suivi. Et on évoquait tout à l'heure la difficulté d'entraîner un collectif, mais en fait on a dit aux gens, on ne vous impose pas de faire tous la même chose. C'est-à-dire ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous donne un terrain de jeu, on vous donnera les moyens, faites-nous des propositions, des idées, et on va vous aider à développer vos idées. Ce qui fait que je vais vous donner d'autres exemples qui sont très différents, vous voyez, mais qui prouvent que finalement, une fois qu'on a planté la petite graine, finalement, en faisant confiance, je reviens à cette phrase-là qui est très importante, les choses fonctionnent. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez le lancement d'une nouvelle école qui s'appelle ADImaker. Donc on est parti d'un constat, c'est que les élèves d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que hier. D'accord ? Je crois que vous n'en prendrez rien. Donc les élèves que vous avez, moi je les ai après. Hein, et c'est les mêmes. Hein, donc tout va bien. Et donc à partir de là, cette fameuse génération Y, Z, ces millennials, voilà, on se dit, comment on fait ? J'ai des classes préparatoires. On a 22 classes préparatoires dans notre établissement. Que me disaient mes profs de prépa, les élèves ne savent plus rien faire. C'est à cause de la réforme du lycée. Enfin, vous voyez ce que... on l'a dit peut-être, mais n'empêche que les élèves, ils y sont pour rien. Vraiment, de nouveau, ils y sont pour rien. Donc comment fait-on ? Donc là, l'initiative était de dire, finalement, on va les prendre comme ils sont. D'accord ? Par contre, on ne va pas changer l'objectif. C'est-à-dire le programme de cette école, c'est exactement le même programme qu'une classe préparatoire. D'accord ? Simplement, on ne raisonne plus, excusez-moi, en programme, mais on va raisonner en compétences. D'accord ? Et l'approche par compétence nous libère complètement, disons finalement pour passer une compétence, c'était très bien dit ce matin, on peut faire effectivement du cours magistral, on peut faire du projet, on peut acquérir ça en entreprise, on peut acquérir ça au travers d'un TP, etc. Donc il y a 36 000 manières de le faire. ADImaker, vous voyez, c'est un collectif d'enseignants qui ont persuadé qu'on pouvait avoir une pédagogie beaucoup plus
active, basée sur le faire, le monde des makers, si vous voulez. Hein. Et donc, vous voyez, en ayant le même ambition qu'un programme de prépa, il y a plus un tiers de cours académiques. Un tiers où ils sont toujours en train de bricoler, faire des choses, etc. Donc, ils apprennent en faisant. Voilà. Et un autre tiers qui est très important, parce qu'on se souvient que c'est les générations YZ, hein, c'est un temps de travail personnel encadré. Parce que nous, on s'est aperçu d'une chose, c'est que les élèves ne travaillaient pas à côté. Je ne sais pas les votes, mais chez nous, en prépa, vous voyez, on les enferme dans les salles, on leur fait plein de cours. Le prof est content en disant, ben, ils vont travailler, ils vont préparer les TD de demain. Puis quand ils arrivent, ben, les élèves, il a vaqué à ses occupations, il a fait autre chose, etc. Donc, un des enjeux était également d'aider l'élève sur ses propres méthodes de travail. Voilà. Alors, pareil, je préfère une conférence entière, vous voyez, sur AdiMaker, mais c'est juste pour vous expliquer que là, c'est un autre collectif qui s'est dit, tiens, on va lancer une nouvelle manière, finalement, d'intégrer ces jeunes post-bac dans nos écoles, et on va chercher d'autres talents, tout simplement. Vous voyez, là où le système prépa sélectionnait, là, on a simplement un choix différent, c'est-à-dire on a vraiment des profils d'étudiants très différents. Et je vais bien sûr passer assez vite parce que le temps est compté, hein, c'est ce que j'ai compris. Et je pourrais vous parler aussi de tout ce qu'on a fait dans d'autres dimensions. Oui, donc à un moment donné, on a des enseignants-chercheurs qui se sont dit mais c'est génial ce truc-là, etc. Donc on a créé un nouveau concept qu'on appelle les ateliers de l'innovation, qui sont des démonstrateurs, où finalement on va proposer aux entreprises, voyez, des lieux, un peu des living labs, voyez, sur différentes thématiques, que ce soit une maison intelligente, vous pouvez y habiter, etc. Elle est organisée autour du vieillissement de la population, voyez, donc enseignants, étudiants, entreprises viennent jouer dans ce terrain de jeu-là. Et je vous ai donné quelques autres illustrations. Hein. On le fait par exemple dans le cadre de l'urban farming, hein, dans tout ce qui concerne la transition énergétique et sociétale, dans l'usine du futur, etc. Donc vous voyez que c'est tout un collectif qui finalement a embrayé sur la logique de changement, alors qu'au départ, de manière très modeste, finalement nous on a planté une graine. Voilà. Mais par contre on a su faire que les gens se sont accaparés le projet et ont pu véritablement avancer sur ces logiques. Alors, quels sont mes petits conseils, on va dire, ouais, c'est un peu le guide du routard, dans un voyage, on aime bien quelquefois être conseillé. Le premier risque, c'est ce que nous, on appelle la réserve d'Indiens. Vous savez, c'est des gens qui savent, là, les sachants, qui sont persuadés qu'ils y détiennent la vérité, vous voyez, puis ça a été évoqué tout à l'heure, on parlait de communauté fermée, je vais le dire comme ça, poliment, vous voyez, et ça, c'est terrible. Vous voyez, parce que finalement, si c'est hermétique, si c'est des gens qui savent, et dès qu'on ne fait pas comme ils veulent, ben, finalement, c'est pas bien, ben, on n'arrive pas à entraîner un collectif. Donc le rôle du manager, du chef d'établissement, c'est avoir ce souci permanent d'éviter, vous voyez, certains vont parler de gourous aussi, hein, des gens qui ont cette capacité à vous dire ce qu'il faut faire. Voilà. Donc nous, vraiment, on a travaillé sur cet aspect-là, c'est vraiment éviter cette logique de réserve d'Indiens. Deuxième point très important, c'est l'enjeu des ressources humaines, d'accord, et du management. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous donner des exemples très concrets hein, pour vous montrer que quand on dit ressources humaines, c'est premièrement, il faut savoir intégrer de nouveaux métiers. Quand on a lancé, par exemple, vous voyez les Adicodes, et il y a Benoît notamment qui est dans la salle, hein, là on a inventé un nouveau métier qui était animateur de séances de co-design. C'est des choses qu'on ne savait pas faire. Vous voyez, donc il a fallu, et les profs ne savaient pas faire, donc il a fallu qu'on aille chercher d'autres compétences ou d'autres profils qui sont venus accompagner nos enseignants-chercheurs sur ces pratiques-là. Dans les espaces Adicode, vous voyez, je le dis parce que généralement on s'en souvient, on a ce qu'on appelle des techno-nounous. C'est quoi une techno-nounou ou un techno-nounou? Vous connaissez tous, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure, on a tous des problèmes informatiques, ça ne marche jamais. Souvent, on appelle la maintenance en disant ça ne marche pas, etc. Voilà, et puis vous avez quelqu'un qui arrive, qui a traîné, qui change, et puis qui part en bougonnant en disant voilà, ouais, c'est fait, ça marche. Voilà. Le techno-nounou, c'est quelqu'un qui est empathique, qui est toujours là pour rendre service. Certes, vous l'avez appelé, ce n'était pas un problème d'informatique, mais ce n'est pas grave. Il va vous aider, etc. Donc, cette notion, vous voyez, d'encadrement de la pédagogie, c'est quelque chose d'important, c'est créer une ambiance, c'est vraiment, vous voyez, on est vraiment sur le profil des gens, là, hein, voilà. On a également intégré ce qu'on appelle des ingénieurs en pédagogie. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, à côté, on a eu un autre PIA sur la programmation de MOOC. D'accord, là, on est en train de produire 18 MOOC. Donc les profs, au départ, flippent en disant bah, si je fais un MOOC, qu'est-ce que je fais demain? On lui a dit
rassure-toi, le MOOC n'est qu'un support, mais finalement le rôle du pédagogue est finalement essentiel dans ces logiques de formation à distance. Par contre, ils ont vite exprimé le souhait de dire, mais nous on ne sait pas. Donc là, vous voyez, on a dû intégrer des ingénieurs pédagogiques qui aident les profs à scénariser leurs cours, à faire les supports. Et c'est pas le tout d'acheter une caméra et puis une table avec un fond vert ou bleu. Hein, vous voyez, il faut derrière aussi accompagner. Donc il y a eu aussi un engagement de notre part d'accompagner le changement en donnant aussi aux équipes pédagogiques les moyens, je dirais, d'arriver à leurs résultats. Et on n'est pas dans le yaka faucon. Hein, vous voyez, il y a une vraie réalité de moyens qu'il faut partager. Voilà. Ensuite, là, je me permets de mettre les pieds dans le plat, c'est aussi la notion de management. Oui, c'est compliqué la conduite du changement, je le dirai tout à l'heure. Hein. Et les gens qu'on a autour de nous, on n'a pas forcément toujours le bon état d'esprit ou la niaque qu'il faut, etc. Donc nous, on a été très clair, on a joué sur la pyramide des âges. C'est-à-dire avec le fait qu'on ait 450 personnes, vous voyez, on a un certain nombre de renouvellements par an. Par contre, on a été très soucieux du recrutement des nouveaux. Vous voyez, on n'en a pas fait un point de négligence. Au contraire, on s'est dit, si on veut aussi changer les choses, bouger les lignes, il faut être très soucieux aussi de l'arrivée des nouveaux collaborateurs. Et ça vaut pour les chefs d'établissement et les managers. Parce que si eux derrière ne portent pas, ça a été dit très clairement encore ce matin, hein, s'il n'y a pas d'exemplarité dans ce que l'on fait, ça ne fonctionne pas bien. Donc effectivement, on a aussi joué sur cette logique de taille qui nous ont permis quand même d'intégrer de nouveaux collaborateurs et donc, je dirais, de nouveaux profils un peu mieux adaptés à ces logiques. Autre point important, c'est le sens des petites victoires. Il n'y a rien de pire de dire, vous voyez, voilà la vision, voilà ce qu'on veut faire, mais les gens, ils ne mesurent pas ce qu'on fait. Donc si on n'arrive pas à fêter des petites victoires, des petites réussites, vous voyez, ça ne marche pas. Donc il faut aussi... Donc ça, pareil, on a beaucoup travaillé là-dessus, hein, c'est rarement très spectaculaire, mais qu'est-ce que ça fait du bien, vous voyez, qu'est-ce que ça encourage les équipes lorsqu'on célèbre finalement ces petites victoires aussi. Alors, peut-être avant de venir à ça, il y a un point que je n'ai pas évoqué, je l'ai effleuré, c'est la conduite du changement. Là aussi, c'est une posture managériale. Partons du principe que c'est difficile. Partons du principe que les gens n'ont pas forcément envie. D'accord ? Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur l'accélération. On rêve tous de dire, ok, il nous demande de changer, on va changer. D'accord ? On a l'impression qu'on va le faire une fois. Mais le problème en ce moment, c'est qu'on nous demande quasiment tous les 2 ans. D'accord ? Des réformes du bac, pour eux, on en parlait juste avant, ça y va à grands pas, vous voyez, donc on n'a même pas fini une réforme qu'on en a une deuxième qui arrive, et puis ça va continuer à s'accélérer. Donc acceptons ça, acceptons que la conduite du changement c'est difficile, et on revient à la posture, hein. C'est qu'il y a 2 manières de combattre ça, soit on râle, on dit c'est pas normal, j'ai pas les bons profs, voilà, on peut finalement être dans cette posture-là, ou à l'inverse, c'est plutôt de dire, écoutez, effectivement tu as raison, mais n'empêche qu'il faut qu'on y aille, etc. Donc moi j'appelle ça la culture du verre à moitié plein. La situation est la même, vous voyez, c'est le même verre. Hein. Il y a ceux qui voient qu'il est à moitié vide, et il y a ceux qui voient qu'il est à moitié plein. Voilà, donc ça c'est aussi important dans les équipes, dans le management, et ça se travaille. Hein. Ça veut dire, en toute transparence, moi j'ai fait coacher beaucoup de gens chez moi, parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne posture, ils ne le faisaient pas volontairement, ils l'avaient toujours fait comme ça. Oui, on n'a pas toujours l'impression, mais ça, ce point-là, il ne faut pas le négliger. C'est finalement comment l'encadrement est aussi dans la bonne posture managériale pour encourager finalement les bonnes initiatives. Et je répète, sachant que ça sera difficile. Ça serait vous mentir que de dire tout va bien, etc. Alors, la bonne nouvelle quand même pour nous, c'est qu'on a eu plein de petites victoires, mais aussi des grandes. D'accord ? Donc ça, c'est quand je dis on a de la chance, ça a aussi beaucoup aidé. Parce que si les gens avaient mouillé leur chemise pour rien, je ne serais peut-être pas là en train de vous faire une conférence. Vous voyez, donc là, le gros avantage aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de belles choses, de belles réussites. Et finalement, les gens se nourrissent aussi de ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut ne pas perdre de vue. Voilà. Alors, on m'a demandé de parler des voyages de demain. Donc là, je vais être très bref, parce que ce n'est pas l'enjeu de tout dévoiler ici. Mais si je suis ici aussi, c'est qu'on a envie de venir voyager sur Bordeaux. Déjà, il fait meilleur qu'à Lille, voilà, c'est une première raison tout à fait objective. Voilà. La seconde, c'est tout simplement, vous voyez, c'est que tout ce savoir-faire qu'on a pu produire en logique d'innovation pédagogique,
c'est un peu notre culture aussi, on a envie de la partager. Voilà. Et donc ce qui est existant au niveau de l'enseignement supérieur, on voit très facilement notre capacité à pouvoir le transférer, le partager à d'autres niveaux. Voilà, donc on a actuellement un projet collectif, piloté par Isabelle, pour justement essayer de créer ensemble, alors avec des acteurs pas forcément naturels, vous voyez, mélanger une école qui forme des enseignants avec une école qui forme des ingénieurs, avec une école de la deuxième chance, avec d'autres acteurs de l'apprentissage, etc. Donc vous voyez, sur le papier, on se dit, mais qu'est-ce que vont faire ces gens-là ensemble? Mais justement, l'enjeu, c'est de trouver un terrain de jeu collectif, un projet collectif, pour essayer d'essayer de faire émerger ces nouvelles expériences sur ce territoire. Voilà, donc j'étais, j'espère, le plus bref possible, le plus concis possible. Et comme l'a dit Mathieu maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez. Comment? Ah ouais, mais là, alors c'est peut-être Isabelle qui peut y répondre. La question, c'est est-ce que vous pouvez développer un peu le projet de Bordeaux? Juste une ou deux remarques, parce que ce n'est pas du tout l'objet de cette journée, qui est une journée sur développement des compétences professionnelles et puis innovation, formation. Et donc là, merci Jean-Marc, parce que c'est exactement, je pense que ça nous rend service, parce que vous avez une posture d'avance en fait sur notre façon de fonctionner. Donc le projet de Bordeaux, tu l'as dit, c'est un projet en fait innovation, mixité des publics et ouverture sur la ville et développement économique, avec les partenaires dont il a parlé. Et ce que ça a d'innovant, c'est qu'en fait, ça maille un certain nombre de partenaires, dont l'Institut de formation des maîtres, dont les apprentis d'Auteuil, dont l'école d'ingénieurs, HEI, Incréa Hauts-de-France, dont Aspect Aquitaine aussi, pour essayer de voir comment, en fait, la mixité est une force, est une richesse. Et dans un modèle de pédagogie, qui est le modèle des démonstrateurs, c'est-à-dire vous a expliqué un petit peu, quand il a zoomé sur les différents démonstrateurs, vous avez un quartier qui s'appelle Smart Cities, qui est le quartier de Vauban, c'est ça? Voilà, la Catho de Lille, en fait, était en charge d'un site, et au lieu de transférer ce site pour qu'il soit proposé à des promoteurs, etc., ils ont dit non, pas du tout, c'est nous qui allons avancer, qui allons inventer la ville de demain. Voilà. Donc, Smart Cities, transition sociétale, transition énergétique, etc. Voilà. Et donc, ce projet, on espère qu'il verra le jour, mais c'est vrai que rien que l'interaction de conception a déjà produit des effets. C'est toujours le problème de la première question. Donc, du coup, j'allais proposer de passer la deuxième, comme on fait à chaque fois, directement. Est-ce que peut-être sur la posture managériale, ce matin on a parlé de conversion personnelle, en partant de la nécessité de formation, là on parle de conversion du management. Est-ce que vous, en tant que chef d'établissement, ça vous interpelle les uns ou les autres sur des choses que vous avez déjà entreprises ou des difficultés que vous voyez à l'entreprendre concrètes? Tout le monde est déjà converti, c'est formidable. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, vous mettre debout pour que tout le monde à la fois vous resitue? Dominique Durier, chef d'établissement à Bayonne dans un lycée. Quelle est la proportion des acteurs des 450 personnes des établissements qui sont issus de l'entreprise et qui imprègnent de leur culture d'entreprise ces cultures managériales, etc. Voilà. Quel apport est-ce que les entreprises ont dans vos écoles et inversement? Alors, ma réponse va être en deux parties. La première, c'est que vous avez vu qu'on a un métier, nous, en relation avec l'entreprise. Donc, même si les enseignants-chercheurs sont pour certains des académiques, on va le dire comme ça, ils sont naturellement amenés à collaborer avec l'entreprise. Donc ça, c'est déjà un écosystème, vous voyez, un peu différent d'une école, d'un collège, d'un lycée. Donc ça, c'est effectivement la première chose. Et ensuite, la proportion de gens qui viennent de l'entreprise, elle est à peu près de 20% chez nous. Voilà. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'étais chercher mes stars. En toute transparence, j'ai changé aussi certaines personnes de mon comité de direction parce que, je
l'ai évoqué tout à l'heure, il y avait quand même une conduite du changement à mener, et on ne s'invente pas tous, oui, on n'est pas, ça a été dit très bien ce matin, on ne peut pas être doué sur tout, et il y a des gens qui sont très doués pour la gestion, il y a des gens qui sont très doués pour l'accompagnement, voilà, mais la conduite du changement, c'est aussi un métier. Voilà. Donc en moyenne, nous on embauche à peu près 40 à 50 personnes par an, vous voyez, c'est à peu près le rythme de recrutement actuellement, parce qu'on a des effets de croissance, parce que comme je vous l'ai dit, la bonne nouvelle c'est qu'on a des effets, donc on est en train de progresser très très fortement sur toutes nos activités, et cette capacité à pouvoir réintégrer des gens, vous voyez, dans l'esprit de ce que l'on veut faire, est un point important. Alors je peux répondre également sur la notion de management. Ouais, en toute transparence, on a changé notre promesse managériale. Vous voyez, et au départ, c'est quelque chose qu'on n'avait pas formalisé. On pensait que ça allait se faire naturellement. Et je l'ai lancé simplement l'année dernière, cette promesse managériale. Donc oui, c'est très récent, et on a mis 4 ans à se rendre compte qu'on avait oublié ce chantier-là. Et notre promesse managériale est la suivante, c'est engager ensemble avec bienveillance et agilité. C'est là-dessus qu'on attend nos managers. Alors nous, quand on dit manager, vous voyez, ce sont les responsables de département, ce sont les directeurs d'école, ce sont les chefs de service. Vous voyez, c'est le terme générique pour rassembler tous ces profils-là. Donc, engager ensemble, bah, vous voyez, ça veut tout dire. Ça veut dire que on retrouve la notion d'exemplarité, de mouiller sa chemise aussi comme les autres. Ensemble, c'est forcément dans cette logique de vouloir entraîner tout le monde et pas être simplement dans un leadership discriminant. Oui, donc c'est vraiment cette notion-là. Avec agilité et bienveillance, c'est ce que je vous ai dit, c'est acceptons que ça va encore changer. Et c'est épuisant pour les équipes de dire on a à peine fini qu'il faut déjà tout remettre l'ouvrage sur la table. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et avec bienveillance, vous avez compris pourquoi, parce que ça chamaille. Ça critique, ça résiste, et on dit, je reviens à ma culture du verre à moitié plein, il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux le dire avec bienveillance avec quelqu'un. On peut le dire avec méchanceté, c'est plus facile, voilà. Mais le dire avec bienveillance, ça se travaille. Et finalement, on dit la même chose. D'accord ? Donc mais on a été obligé de le formaliser parce que par moments, je vous dis, ça fritait pas mal dans les équipes. Parce qu'on avait presque 2 clans, limite. Il y avait les pour le changement et les anti-changement. Et on s'est dit, si on ne traite pas ça à l'origine, ça va pas le faire. Donc on a aussi eu des écueils, vous voyez, dans la mise en œuvre. Et la bonne nouvelle, c'était sur la partie RH. Donc c'est plutôt rassurant quand ça résiste, ça veut dire que les gens s'impliquent tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui viennent maintenant qu'on a passé la première question? Bon, alors moi j'ai des questions pour vous du coup, sur notamment peut-être un des moyens de ne pas être épuisé, c'est ce que vous évoquiez à la fin, les petites victoires. Est-ce que dans vos établissements, vous en avez mis en place, peut-être sans le labelliser comme ça, en découvrant que ça se labellisait Petite Victoire à Lille et dans les écoles d'ingénieurs, mais voilà, des projets courts. On parle beaucoup de méthodes agiles dans l'entreprise et dans les écoles d'ingénieurs depuis des années, avec l'idée de projets très courts. Est-ce que vous en faites dans vos établissements ? Donc là, on est sur le mimétisme des élèves du fond de classe l'après-midi, c'est ça ? Est-ce que je fais comme le professeur, j'appelle les élèves au tableau ? Je vous propose, s'il n'y a pas de questions, c'est tout simplement de passer à la suite. Ah, il y en a une ? Merci. J'ai bien fait de faire ma conclusion au début, vous avez compris. Non, c'est parce que comme ça résonne tellement, j'avais déjà eu du mal à tout comprendre. Maintenant, est-ce que vous pouvez juste vous présenter et vous présenter ? Alors, je vais faire comme le secrétaire, faut-il me couper les mains ou... Non, vous présentez. Pardon. Voilà. Donc, Denis Duvernois, chef d'établissement du lycée Bellorme à Bordeaux. Merci. Juste une petite question. Si je fais le lien entre vos écoles avec le projet de cette innovation, si je fais le lien avec l'ISFEC, je voulais savoir comment... Pardon ? Plus fort. Je voudrais savoir comment on va arriver à faire, comment nos enseignants stagiaires, si je peux les appeler comme ça, vont-ils pouvoir s'approprier votre outil pour le rapporter chez nous? Alors, sans dévoiler ce qu'on veut faire, c'est vous donner un peu le principe de ce qu'on appelait le Class Lab. L'idée, c'est de dire on veut recréer un environnement de classe réelle.
Ça, c'est la première chose, parce qu'il n'y a rien de pire, vous voyez, d'apprendre son métier dans des livres. Le jour où, la première fois, on a une classe à tenir, c'est très compliqué. Vous voyez, on se dit, tiens, bizarrement, il ne m'écoute pas, bizarrement, il y a du chahut. Vous voyez, c'est quelque chose, une réalité. Donc, le principe du Class Lab, c'est recréer un environnement réel d'école. Et ensuite, c'est de donner des outillages que n'importe quel enseignant n'aurait pas. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on dise on est en école maternelle, par exemple, on est, je sais pas moi, maternelle grande section, et puis on va préparer une séquence. Moi, mon épouse est institutrice, professeure des écoles. Donc moi, j'ai passé ma vie, voilà, j'ai passé ma vie à bricoler. Je sais pas, les maris des, voilà, j'ai monté des décors de théâtre. J'ai découpé des kilomètres de papier, voilà. Pourquoi? Parce que l'enseignante se retrouve toute seule vis-à-vis sa préparation. Voilà. Et l'enjeu, c'est comment finalement demain, on peut trouver d'autres méthodologies, vous voyez, on voit arriver le digital, on peut en avoir peur, mais ça peut aussi, vous voyez, des solutions d'expérimentation pour les enfants. Vous voyez, on a vu tous notre TBI qui ne marchait pas, ou on ne sait pas trop comment le faire fonctionner. Voilà, donc l'idée, c'est de créer un lieu qui va permettre à ces jeunes enseignants, mais également pour les gens qui ont envie de s'y mettre, vous voyez, de trouver des gens bienveillants autour d'eux, parce que ça, c'est déjà super important, des gens capables de les aider, vous voyez, à avancer. J'ai très peu développé le côté co-design, mais le principe du co-design, c'est une chose très simple. Vous mettez des gens intelligents autour d'une table. D'accord? Et vous verrez, ils ne vont pas forcément vous pondre des choses très, très performantes. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'animer ce collectif, vous voyez, pour les amener finalement à co-construire, le mot est peut-être un peu galvaudé aujourd'hui, mais c'est bien ça l'idée, co-construire ensemble les solutions. Donc, et une fois qu'on a dit ça, vous voyez, cette classe-là, nous on est prêt à l'exporter. Parce qu'une fois avec les nouveaux moyens de technologie, etc., on pourrait imaginer demain que ces solutions-là puissent être transférables dans les vraies classes. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc c'est des logiques d'expérimentation, d'innovation, mais qui sont accessibles, qui permettent aux gens, vous voyez, de rencontrer des collègues qui ont les mêmes problèmes. Et il n'y a rien de pire que vous voyez, le côté aussi isolé, c'est-à-dire on a l'impression d'avoir tous les problèmes du monde, mais finalement on se rend compte que tout le monde a à peu près le même problème, et ensemble on arrive à créer des solutions. Donc c'est plutôt un écosystème adapté au métier, je dirais, de l'enseignement. Alors, je vous donne un exemple d'écosystème. Vous voyez, par exemple, à Lille, ce que je n'ai pas dit, c'est que tout le mouvement que je vous évoque, c'est toute l'université catholique qui l'a embrayé. D'accord? Pourquoi? Parce que mon ancien directeur de lycée est devenu le président de l'université catholique. C'était Pierre Giorgini. Enfin, c'est Pierre Giorgini, excusez-moi. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a essayé ensemble de continuer à partager ces logiques un peu, vous voyez, d'innovation collective, mais en les thématisant. Donc si vous avez la chance d'aller à Lille, vous verrez par exemple toute la partie cours inversés, les classes un peu modernes, c'est l'université catholique qui les porte. Nous, on a investi plutôt sur la pédagogie par projet. On a fait un peu des YALTA entre nous pour des raisons économiques. Parce que moi, j'ai mis 20 millions d'euros, mais Pierre Giorgini a mis 15 millions d'euros sur ce projet-là. On a tout un quartier qui s'appelle Humanicité, qui est un nouveau quartier de vie autour de l'hôpital Saint-Philibert, donc qui est un des hôpitaux de l'université catholique, où en fait on a intégré des ateliers d'humanicité, c'est-à-dire de l'innovation sociale. Parce qu'on s'est posé aussi la question de dire que l'innovation n'est pas que technologique, elle est aussi sociale. Donc l'idée, vous voyez, d'un Class Lab collectif, c'est ça, c'est de vous mettre à disposition un lieu d'innovation adapté à vos besoins. Et le dernier point que je n'ai pas dit, mais qui nous paraît important, c'est l'organisation des rencontres improbables. C'est ça, finalement, le substantifique moelle, je dirais, de l'innovation. C'est quand on arrive à faire que des gens qui ne se seraient jamais croisés se parlent, travaillent ensemble, etc. Donc c'est ça un des enjeux aussi de ces lieux physiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas que du virtuel. Oui, donc c'est rassurant, de nouveau, notre lieu physique. On a besoin que les gens se voient, travaillent ensemble, bricolent ensemble, vous voyez, parce qu'on sait que c'est comme ça que vont se faire les nouvelles innovations de demain.